Vous écoutez On lit pour vous. Ce que les mots laissent derrière eux, un témoignage recueilli par Michel Savard, paru le 24 juillet 2026 dans Urbania. Michel Savard, candidat exclu du PLQ pour des commentaires en ligne, brise le silence. L'auteur est comédien. Il était le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Gouin, mais des commentaires controversés qu'il a publiés en ligne dans le passé ont mené la formation politique à retirer sa candidature. Depuis que mon passé a refait surface, je dors mal. C'est assez rare pour que je m'en étonne moi-même. J'ai perdu l'appétit. Il y a une boule dans mon ventre qui ne disparaît jamais complètement. Elle est là au réveil. Elle est encore là au moment de dormir. Le plus étrange, ce ne sont pas les nuits, c'est le jour. Je m'assois devant mon ordinateur pour répondre à un courriel. Quelques minutes plus tard, je réalise que je fixe l'écran sans avoir écrit une seule phrase. J'ouvre un livre pour tenter de penser à autre chose. Mes yeux tournent les pages, mais mon esprit revient toujours au même endroit. Je promène ma vieille chienne Simone et, un instant, j'ai l'impression que l'air me fait du bien. Puis, une pensée revient, sans prévenir, et je réalise que je ne profite plus de la promenade depuis plusieurs minutes. Je ne vous raconte pas cela pour susciter la compassion. Si j'en parle, c'est parce que je découvre quelque chose que je croyais comprendre depuis longtemps, sans l'avoir jamais réellement ressenti. J'ai souvent entendu des élus raconter les messages haineux qu'ils recevaient, des journalistes parler des insultes quotidiennes, des candidates expliquer pourquoi elles hésitaient à briguer un nouveau mandat. Je les croyais. Je les écoutais avec sincérité. Mais je les écoutais de l'extérieur. Je n'avais jamais compris ce que cette violence pouvait faire lorsqu'elle cessait d'être une succession de commentaires pour devenir un état intérieur. Lorsqu'elle s'installe dans votre corps, qu'elle dérègle votre sommeil, qu'elle s'invite jusque dans les moments où vous croyez pouvoir souffler. Et cette découverte m'oblige à regarder autrement certains commentaires que j'ai moi-même écrits au fil des ans. J'en assume entièrement la responsabilité. Je les ai déjà condamnés publiquement et je n'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Pourtant, quelque chose s'est déplacé en moi. Pendant longtemps, je savais qu'un commentaire pouvait blesser. Je le savais, comme on connaît une vérité abstraite. Aujourd'hui, j'entrevois ce que ces mots peuvent continuer à faire une fois que l'écran est éteint. Je découvre qu'ils ne s'arrêtent pas au moment où on referme son téléphone. Ils nous suivent jusque dans notre sommeil. Ils s'invitent à table. Ils transforment le silence en inquiétude. Et je découvre enfin ce que mes mots peuvent laisser derrière eux. Je me demande souvent pourquoi nous parlons autant de nos opinions et si peu de la façon dont elles s'expriment. Nous débattons de fiscalité, d'immigration, d'environnement, d'indépendance, de fédéralisme, comme si le véritable enjeu était toujours de savoir qui a raison. Mais je commence à croire qu'une autre question est tout aussi importante. Que devient-on en défendant ses idées? Parce qu'une conviction ne nous transforme pas seulement lorsque nous en changeons. Elle nous transforme aussi lorsque nous la défendons. Elle peut nous rendre plus patients ou plus impatients, plus curieux ou plus méprisants,
plus ouvert ou plus rigide. J'ai longtemps cru qu'il suffisait de défendre une idée juste pour faire avancer le débat. Aujourd'hui, je me demande si la manière dont nous défendons cette idée n'est pas plus importante que l'idée elle-même. Cette semaine, je reçois beaucoup de messages. Certains sont très durs, d'autres le sont tout autant, dans ce qu'ils pensent, mais plus doux dans leur manière de me le dire. Cette différence m'habite plus que je ne l'aurais cru. On peut condamner un geste sans condamner un être humain. Je ne suis pas certain d'avoir toujours su faire cette distinction. Je voudrais apprendre à ne plus l'oublier. Je pense souvent à celles et ceux qui ne feront jamais de politique. Pas parce qu'ils manquent d'idées, pas parce qu'ils manquent de courage. Ils regardent ce climat et se disent qu'aucune conviction ne mérite d'y sacrifier sa tranquillité, sa famille ou une partie de soi-même. Pendant longtemps, j'aurais probablement trouvé ce choix regrettable. Aujourd'hui, je le trouve profondément humain. Je pense aussi aux femmes. Elles savent, souvent avant même de poser leur candidature, que leurs idées ne seront pas les seules à être jugées. Je me demande combien d'entre elles referment la porte avant même de l'avoir ouverte. Combien de voix nous perdons sans jamais savoir qu'elles ont existé. Cette idée me poursuit parce qu'elle renverse quelque chose en moi. Je commence à me demander si ce n'est pas plutôt la peur de parler, la peur de se tromper, la peur de devenir la cible d'une foule qui ne nous connaît pas et qui, pourtant, est convaincue de savoir qui nous sommes. Si cette peur finit par éloigner les personnes les plus réfléchies, les plus nuancées ou les plus sensibles, alors nous fabriquons peu à peu un espace public où seuls restent ceux qui sont prêts à encaisser les coups ou à les rendre. Je n'ai jamais pensé qu'une démocratie devait être paisible. Elle vit du désaccord. Ce qui me trouble davantage aujourd'hui, c'est la vitesse avec laquelle un désaccord cesse parfois de porter sur une idée pour s'installer dans une personne. On finit par répondre à un visage plutôt qu'à un argument. Et c'est peut-être là que tout bascule. Depuis le début de cette épreuve, une question revient sans cesse dans mon esprit. Elle dépasse largement ma propre histoire. Elle dépasse même la politique. En ce moment, je repense à l'homme que j'étais au moment où j'ai écrit ces commentaires. J'aimerais pouvoir retourner le voir, pas pour l'empêcher d'avoir des convictions. Elles faisaient partie de lui. J'aimerais simplement lui rappeler qu'il existe toujours un être humain de l'autre côté de l'écran. Je ne peux plus lui parler. En revanche, je peux choisir l'homme que je serai la prochaine fois que mes convictions seront mises à l'épreuve. Ou faut-il parfois traverser la honte pour apprendre une forme d'empathie qu'aucun livre ne peut enseigner? Je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas si je serai un meilleur homme après cette semaine. Mais je sais que je serai profondément déçu d'en sortir inchangé. Et plus les jours passent, plus une autre question s'impose à moi. Et si le véritable courage politique n'était pas d'avoir toujours raison, mais d'accepter d'être transformé? C'était ce que les mots laissent derrière eux, un témoignage recueilli par Michel Savard, paru le 24 juillet 2026 dans Urbania.
Voici 10 histoires de bourreaux, de crimes et de pendaisons à Québec. Un texte de Jean-François Caron, historien de la Société historique de Québec, collaboration spéciale, paru le 27 octobre 2019 dans Journal de Québec. Québec est l'une des villes les plus sécuritaires au Canada. Cela ne l'empêche pas d'avoir connu son lot de crimes et de pendaisons, surtout à une époque où la justice était beaucoup plus sévère qu'aujourd'hui. Le bourreau y a également longtemps tenu résidence. Voici 10 faits qui illustrent cette ancienne façon de rendre la justice. Autre temps, autre mœurs. 1. La première pendaison au Canada. En juillet 1608, à peine sont-ils débarqués à Québec que Champlain et ses hommes s'affairent à construire leur habitation. Il s'agit d'un corps de logis et d'un magasin, le tout entouré d'une palissade. Le serrurier Jean Duval et 4 complices décident alors de tuer Champlain et de livrer Québec aux Basques ou aux Espagnols dans le but de s'enrichir. Ils tentent de s'allier d'autres complices. Toutefois, peu avant le crime, Antoine Natel, également serrurier, est pris de remords et dénonce les autres. Champlain leur tend un piège et les arrête. Ils forment un conseil qui juge les mutins. Ils sont condamnés à mort. Duval est pendu sur le champ et sa tête plantée au bout d'une pique est exposée dans le phare pour servir d'exemple. Ses complices sont renvoyés en France pour y subir la justice. Quant à Natel, il est gracié. 2. Une justice sans pitié. Le 2 juin 1667, le soldat Pierre-Nicolas dit Lavallée est condamné à être pendu. Une suite de forfaits lui ont valu cette peine. Il avait d'abord commis un vol nocturne chez les hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Pour ce délit, il avait été condamné à être marqué au fer chaud arborant la fleur de lys à 4 heures de carcan sur la place publique, collier de fer fixé à un poteau pour y attacher par le cou un criminel, et à 3 années à bord de galère. Il avait également volé une paire de raquettes à un Amérindien, ce qui lui avait valu de se faire couper l'oreille droite. Enfin, reconnu coupable de désertion, il sera condamné à la pendaison et ses biens seront confisqués. Son camarade René Jouchon, également reconnu coupable de vol et de désertion, est condamné à assister, au pied de la potence, à l'exécution de Nicolas en portant une corde au cou, à être battu à coups de verge, à être marqué de la fleur de lys chaude et à être emprisonné les fers aux pieds. L'histoire ne dit pas si une telle sévérité avait des effets dissuasifs auprès des criminels. 3. Un délinquant sexuel. Au XVIIe siècle, on retrouvait à Québec un colon nommé Jacques Nourry. À partir de 1656, Charles le Gardeur de Tilly lui loue la terre de Saint-Michel à Sillery. Comme bien des pionniers du Québec, Nourry était originaire du canton de Mortagne, au Perche, spécifiquement de la commune de Fengz. En 1651, à Tourouvre, il est engagé par Jean Juchereau. C'est avec celui-ci qu'il louera la terre de Legardeur de Tilly. Le 2 février 1657, il achète un autre lopin sur la même terre. Il l'exploite jusqu'en 1662. On le retrouve ensuite, en 1664, dans la seigneurie de Beaupré. Il est le voisin de Nicolas Roy et de Jeanne Lelièvre. Le 19 août 1669, il est accusé et reconnu coupable du viol de Marie Roy, la fille de ses voisins. Elle n'était âgée que de 4 ans et demi. Il sera pendu et sa dépouille décapitée sera traînée sur la voie publique. Sa tête sera exposée sur un poteau en guise d'exemple. On était moins clément à l'époque avec les pédophiles. Néanmoins, une rue de Québec porte aujourd'hui son nom. 4. Pendu pour avoir couru les bois.
Le 5 juin 1673, une ordonnance du gouverneur Frontenac interdit à quiconque de quitter sa maison plus de 24 heures pour aller vaquer dans les bois, sans la permission des autorités. L'objectif était de bannir les coureurs des bois, dont le mode de vie allait à l'encontre de l'agriculture et du peuplement de la colonie. Ceux qui désiraient faire la traite des fourrures devaient être munis d'un permis. C'est dans ce contexte que, le 23 juin 1674, Jean-Thomas dit le Breton est pendu à la place du marché de la Basse-Ville de Québec pour avoir contrevenu à l'ordonnance du gouverneur. À cette époque, on ne badinait pas avec les objectifs de développement de la colonie. 5. Le bourreau antillais. La tâche de bourreau n'était pas prisée parce que les gens en avaient peur. De plus, il n'était pas édifiant de mettre à mort des condamnés. C'est pourquoi on confiait souvent ce travail à un prisonnier qui retrouvait ainsi sa liberté. De 1733 à 1743, il y a eu à Québec un bourreau un peu spécial. C'était Mathieu Léveillé, qu'on surnommait également Malgin. Il s'agissait d'un esclave noir que l'intendant Hocquart avait fait venir de Martinique pour être l'exécuteur des hautes œuvres, comme on le disait alors. Toutefois, il n'arriva pas à s'habituer au climat québécois. C'est ainsi qu'il se retrouva régulièrement à l'Hôtel-Dieu, où il finit par mourir le 9 septembre 1743. Il avait 34 ans. On sait qu'il a pendu au moins 2 personnes et qu'il a appliqué le carcan à au moins 3 autres. On devait être satisfait de son travail, car l'année précédant son décès, une femme avait été amenée des Antilles pour l'épouser. Cette esclave s'appelait Angélique Denise. Cependant, le mariage ne put avoir lieu en raison de l'état de santé de Mathieu. De son vivant, il habitait en retrait de la ville, à la redoute du Bourreau, près de l'actuelle redoute dauphine du parc de l'Artillerie. Il a été inhumé dans le cimetière des pauvres de l'Hôtel-Dieu. 6. Un mariage qui sauve une vie. Le 26 janvier 1751, chez le cabaretier Laforme du Faubourg Saint-Jean, Jean Corollaire est insulté par un certain Coffre. Ils sont tous 2 soldats des troupes de la marine. Corollaire défie donc l'autre à l'affronter en duel. Comme un édit royal interdit les duels, Corollaire est condamné le 2 juin à 1 an de prison. Le 17 août, il supplie le Conseil supérieur de commuer sa peine en le faisant bourreau ou maître des hautes œuvres. Les conseillers acceptent. Le lendemain, le nouveau bourreau supplie le Conseil supérieur de lui accorder en mariage la prisonnière Françoise Lawrence. Les conseillers acceptent une fois de plus sa demande. En épousant celui qui exerce un métier infamant, la jeune servante échappe à la pendaison. Elle avait été reconnue coupable d'avoir volé des vêtements à ses maîtres. Le 19 août, le mariage a lieu à la chapelle du palais de l'intendant. Ils vécurent heureux, mais n'eurent pas d'enfants. 7. La pendaison de la Corriveau. Entre 1763 et 1810, année de l'ouverture de la prison de la rue Saint-Stanislas, l'actuel Morin-Centre, c'est sur les buttes à Nepveu qu'avaient lieu les exécutions de criminels. Ces hauteurs étaient situées dans le secteur de l'actuel hôtel Le Concorde de la Grande Allée. C'est donc là qu'a été pendue Marie-Joseph de Corriveau le 18 avril 1763. Elle avait été jugée par une cour martiale puisque Québec était encore à ce moment sous l'occupation militaire. On l'avait reconnue coupable du meurtre de son second époux, Louis Daudier. À la suite de sa pendaison, son corps a été suspendu à un gibet dans une cage de fer à la croisée des chemins, à Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. C'est ce qui a contribué à alimenter la légende la plus célèbre du Québec.
Il y a quelques années, la cage de la Corriveau a été retrouvée. 8. Le double pendu. En juillet 1818, un juge de la cour du banc du roi rendait un verdict de culpabilité contre le Québécois Charles Allary. Reconnu coupable d'avoir commis un vol à bord d'un navire qui mouillait dans le port de Québec, il était condamné à être pendu. Pour l'occasion, on avait construit une potence au-dessus de la porte d'entrée de la prison de la rue Saint-Stanislas, actuelle Morin-Centre, et on s'était muni d'une nouvelle corde. Avant l'exécution, Allary et Thomas, co-accusés, avaient avoué leur crime. Allary est le premier à être pendu, mais, contre toute attente, la corde se rompt et il tombe au pied de l'échafaud, blessé. La foule des curieux, estomaqués, le prend en pitié et réclame la clémence puisqu'il a été pendu. Rien à faire, on l'aide à se relever et à remonter sur l'échafaud, puis on le pend de nouveau. Tout cela pour un petit larcin. 9. L'exécution de John Meehan. Le 22 mars 1864 avait lieu la dernière exécution publique à Québec. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce genre d'événement attirait les foules. Dans l'affaire qui nous occupe, on comptait 6000 spectateurs, dont plusieurs enfants. Il s'agissait de la pendaison de John Meehan, un jeune homme de 23 ans originaire de Sainte-Catherine de Fossambeau, aujourd'hui Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Il vivait à Québec avec sa famille depuis 4 ans. Le 11 septembre 1863, il avait assassiné un dénommé Pearl dans la rue Saint-Vallier, sans que l'on comprenne pourquoi. 6 mois plus tard, l'affaire était réglée. Il était pendu dans la rue Saint-Stanislas au-dessus de la porte d'entrée de la prison de Québec, actuelle Morin-Centre. Il monta sur l'échafaud plutôt sereinement et prononça un discours dans lequel il disait regretter son geste et conseillait à la foule d'éviter de se retrouver dans sa situation. On continua à pendre des meurtriers, mais, au moins, on ne le fit plus publiquement. 10. La dernière pendue. Le 14 juin 1950, les policiers de Québec arrêtaient Marguerite Pitre, née Ruet. On l'accusait de complicité dans l'affaire de saute au cochon. Le 9 septembre précédent, un appareil DC-3 de la Canadian Pacific Airlines explosait dans le ciel de Charlevoix, non loin de Saute-au-Cochon. Ce qui semblait d'abord un malheureux accident s'est en fait avéré être un acte de terrorisme, le premier à survenir en Amérique du Nord. Albert Gay, bijoutier de Québec, avait planifié l'affaire. Il voulait se débarrasser de son épouse pour se vouer à sa maîtresse, la jeune serveuse Marie-Ange Robitaille, âgée de 17 ans. Gay en avait 31. Gay avait envoyé sa femme Rita Morel récupérer des bijoux à Bécomo. Il avait pris une assurance de 10 000 $ sur sa vie, une fortune pour l'époque. Son horloger généreux Ruet avait conçu et fabriqué l'engin explosif et la sœur de ce dernier, Marguerite Pitre, avait livré la bombe à l'aéroport. Elle était dissimulée dans une statue religieuse. N'eût été un retard au décollage, l'avion aurait explosé au-dessus du fleuve et le crime aurait été parfait. 23 passagers y ont laissé la vie. Le trio Gay-Ruet-Pitre sera arrêté, jugé et condamné à la pendaison. Marguerite Pitre clamera son innocence jusqu'au bout, soutenant qu'elle était persuadée de ne transporter qu'une statue religieuse. Elle a été pendue à la prison de Bordeaux en 1953. Il s'agissait de la dernière femme à connaître ce sort au Canada. C'était « Voici 10 histoires de bourreaux, de crimes et de pendaisons à Québec », un texte de Jean-François Caron, historien de la Société historique de Québec, collaboration spéciale,
paru le 27 octobre 2019 dans le Journal de Québec. Comment se forment les diamants? Un texte de la rédaction paru le 1er décembre 2022 dans Québec Science. Un diamant est un assemblage d'atomes de carbone très particuliers qui ne peut se réaliser qu'à haute température et à haute pression, comme dans le manteau terrestre. Le carbone, élément de numéro atomique 6, est le 4e plus abondant de l'univers et le 15e plus abondant dans la croûte terrestre. Nous sommes nous-mêmes composés à 18% de carbone. Même s'il est très souvent combiné à d'autres éléments pour former une multitude de composés, comme le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, une infinité de polymères naturels, il est possible de le trouver à l'état pur dans la nature sous 2 formes principales, le graphite et le diamant. Lorsque plusieurs atomes de carbone s'assemblent à la température et à la pression ambiante, ils cristallisent sous forme de feuillets empilés comme un millefeuille. C'est ce qu'on appelle le graphite et dont on fait la mine des crayons de plomb qui ne contiennent pas de plomb. Les liaisons entre les feuillets sont peu nombreuses, ce qui rend le graphite friable, parfait pour laisser les traces de l'écriture sur le papier. Mais dans les conditions de température et de pression qui règnent à une profondeur de 160 km, c'est-à-dire 1200 degrés Celsius, et plus de 49 000 atmosphères, 49 000 fois la pression atmosphérique qui règne au niveau de la mer, les atomes de carbone se lient en un réseau tridimensionnel extrêmement résistant, un diamant. Ce processus se déroule dans le manteau supérieur de la Terre, soit en dessous des croûtes continentales. Si on arrive à retrouver ces cailloux dispendieux près de la surface, c'est qu'ils sont expédiés hors du manteau lors des éruptions volcaniques. Les mines de diamants sont forées dans de très anciens dépôts volcaniques, c'est-à-dire des champs de lave refroidis depuis bien longtemps. Les diamants peuvent se former à d'autres endroits où les conditions extrêmes sont réunies, sur les lieux d'impact des astéroïdes et des comètes ou en laboratoire. C'était « Comment se forment les diamants ?» un texte de la rédaction paru le 1er décembre 2022 dans Québec Science.